La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. Marie-France Bazot est une figure absolument singulière de notre espace médiatique et de notre vie publique. Dans une société rétive au débat d'idées et méfiante devant la contribution des intellectuels au débat collectif, elle a créé au fil des ans un espace de débat absolument singulier qui tranchait avec les codes convenus de la société médiatique, on pourrait même dire de la société québécoise, et qui semblait relever à certains égards de la culture européenne du débat. C'est ce qu'on nommait hors micro la basosphère. Le terme n'est pas abusif, cet espace de débat dépendait manifestement de celle qu'il rendait possible. D'ailleurs, il n'a pas survécu à son départ, que nous espérons temporaire, du monde de l'animation, car Marie-France Bazot, depuis près de 2 ans, se voue plutôt à son autre vocation, celle de chroniqueur. Elle nous fait le plaisir et l'honneur de nous rendre visite aujourd'hui à La vie des idées. Nous aurons l'occasion de la questionner sur sa vision du débat public, sur le rapport des Québécois au débat, sur la place accordée à la vie des idées dans l'espace médiatique, à l'espace accordé aux livres dans notre actualité culturelle, à sa vision du rôle des intellectuels dans le débat public et à bien d'autres questions. Marie-France Bazot, bonjour. Bonjour, quelle présentation. Oui, bien, tout le monde c'est un peu intimidant. Ah, d'aucune manière. Je l'ai fait sur le mode de modeste et modéré. Alors, première question, Marie-France Bazot. On vous a connu pour une série d'émissions, enfin pour une série vous avez une vie publique, une vie médiatique très riche, mais 3 émissions ressortent généralement quand on pense à votre parcours. Indicatif présent, il va y avoir du sport et Bazot.tv. Ouais. Donc 3 émissions qui, d'une manière ou de l'autre, proposaient non pas seulement de commenter l'actualité au jour le jour, mais de penser l'actualité à moyen terme, disons, penser l'époque, certains diraient, mettre en scène des débats qui ne sont pas simplement le débat du jour tel qu'entendu sur toutes les tribunes ou dans tous les médias. Donc, quand on pense à ces 3 émissions, est-ce qu'il y avait une certaine idée du débat public que vous avez cherché à porter dans la société québécoise au fil de vos engagements, au fil de vos présences à la radio, à la télévision, et ainsi de suite? Quel était le point commun, finalement, entre ces 3 émissions? De quelle vision de la société témoignait-elle? Il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a certainement au départ, dans le cas de ces émissions-là, qui sont, certaines ont été présentées, d'autres ont été conçues et voulues par les directions des chaînes publiques qui m'engageaient. Il y avait une idée au départ, puis ça s'est vraiment construit parce que j'ai changé entre-temps, j'ai eu une vision de plus en plus claire de ce que je faisais, de ce que je voulais faire, et en devenant productrice aussi, il y a vraiment une manière de concevoir les émissions et de savoir ce qu'on veut faire avec qui se dessine. Il y a aussi un autre élément là-dedans, ce sont 3 émissions. Dans le cas, il va y avoir du sport, ça a duré 4 ans. Indicatif présent, ça a duré 11 ans. Et Bazot TV 10 ans. Il y a la notion de durée aussi. Alors, dans la durée, il y a quelque chose qui se dessine. On est dans le monde des médias, donc il y a tout le temps cette obligation d'en donner à chaque semaine, puis dans le cas d'une quotidienne comme Indicatif présent, d'en donner tous les jours. L'actualité revient vite, très, très vite. Donc, à un moment donné, on avait coutume de dire à Indicatif, encore Gérard Bouchard, on a un doctorat en Gérard Bouchard, quand c'est rendu la 12e fois que tu l'interroges, il y a quelque chose qui se construit. On n'est pas uniquement sur le sujet du jour ou sa lettre ouverte envoyée au devoir, il y a quelque chose de plus qui s'installe. Donc, dans cette répétition, dans la durée, dans le temps, il y a une obligation de faire les choses différemment. Il y a aussi le fait que le paysage médiatique est toujours était et est encore très encombré. Il y a toutes sortes d'émissions et il faut se distinguer. Il faut pouvoir faire sa marque. Il faut pouvoir... Des fois, ça partait vraiment dans le cas d'Indicatif présent, donc j'ai rien parce que c'est une quotidienne et que ça revenait vraiment très vite et à raison de 2h30 par jour. Ça fait beaucoup d'invités, beaucoup de sujets. Il fallait se démarquer des émissions qui nous précédaient ou qui nous suivaient ou qui étaient à l'antenne de la grille de Radio-Canada. Donc, il y avait un besoin de créer des plateformes différentes, de créer des modalités de rencontre entre les invités différentes de celles qui existaient déjà à l'antenne. Donc, il y avait beaucoup... la créativité était générée par l'obligation de se distinguer et ça donnait des tribunes singulières, ça donnait des moments de rencontre, ça donnait des manières de faire que l'information brute ne pouvait pas faire parce qu'ils étaient encadrés, encarcanés par une manière très objective de faire les choses, de dire les choses. Et il y avait beaucoup de culturel à l'antenne à l'époque, donc il y avait une manière de se distinguer aussi. Donc,
la nécessité a créé, je pense, des tribunes particulières. Avant même de les avoir pensées et voulues, il fallait se distinguer dans la forme de ce qui était proposé à l'antenne. Alors, dans vos émissions, il y a plusieurs choses qui ressortent. Par exemple, la place accordée aux intellectuels. Je pense que fondamentalement, si ce n'était de vos émissions, fondamentalement, un intellectuel peut toujours se retrouver sur une tribune ou une autre selon les circonstances, mais un lieu pour accueillir le prolongement de la vie des idées qui traînent un peu partout dans la société et qui peut aboutir médiatiquement. C'était votre émission, c'était vos émissions. On en connaît plus ou moins d'autres. Autre élément qui me semble-t-il assez présent dans l'univers que vous avez bâti, c'est le sens du débat, la volonté de mettre en scène toujours le débat et pas les débats tels que préprogrammés par la société médiatique où il y a le pour et le contre selon le sujet du jour et ça se termine ici. Donc, j'aimerais vous amener sur ces deux terrains-là. Le premier, donc, le rôle accordé aux intellectuels en tant que tel et ensuite, je vous lancerai sur la question de votre conception du débat public. Sur le rôle des intellectuels, c'est Christian Dufour, le premier, qui m'a fait remarquer cette affaire-là. Il dit, tu as réussi à créer une espèce de star system des intellectuels. Et c'est vrai. C'était pas nécessairement la volonté au départ, mais l'idée que, dans les équipes, dans la direction, il y a une réticence à amener des intellectuels sur la place publique. Mais à un moment donné, c'est pas un chanteur qui peut te parler d'un débat très pointu de société. Il y a quand même des limites à ce qu'on peut faire dire aux vedettes avec un grand A. Et donc, l'idée, c'était d'en sélectionner, d'en choisir, de regarder du côté des experts de différents sujets dans les universités, de regarder un peu du côté de ceux qui intervenaient dans des émissions d'information, mais qui avaient un potentiel de pouvoir mieux vulgariser leurs propos. Et on les a invités sur des tribunes. Et comme je disais tout à l'heure, ces tribunes-là se répétaient. Et on avait à un moment donné, quand Jean-Daniel Lafont n'était que philosophe et pas encore vice-roi. Bien sûr. On l'avait invité avec Serge Bouchard et c'était à Éducatif Présent notre duo philosophique. Donc, ils étaient là aux 2 semaines ou aux 3 semaines et on prenait l'actualité des semaines écoulées. On regardait ça et on essayait de trouver une explication philosophique, une interprétation philosophique à différents enjeux de société. Donc, la récurrence faisait qu'à un moment donné, s'est construit une espèce de star system, d'une certaine manière, ça vient aussi de mon goût très personnel de ma formation est en sociologie et ce besoin de comprendre, d'expliquer la société, de comprendre comment ça fonctionne et à un moment donné, ça prend un pas de recul. Donc, il faut éclairer l'actualité ou les enjeux par un regard ou plutôt par plusieurs regards, par plusieurs éclairages. Un sociologue, un philosophe, un anthropologue. Oui, puis il y avait vraiment ces éclairages multiples sur un objet. Je me permets d'ajouter que certains, dans l'espèce de préjugés qui circulent sur les êtres, sur les individus dans la société, on disait quelquefois, l'univers de Marie-France Bazot est plutôt marqué à gauche et ainsi de suite. Ouais. Or, dans les faits, à moins vous me contredirez si je me trompe, mais vous avez été parmi les premières à ouvrir vraiment les termes du débat public au-delà du consensus obligatoire tel auquel on peut être habitué au Québec, c'est-à-dire en invitant des figures inattendues, qu'il s'agisse de Jean-Philippe Trottier, Christian Saint-Germain, Christian Dufour, qui était quand même pendant un temps qui était la figure du désaccord avec le consensus québécois. Donc, aviez-vous... Oui, aussi, effectivement, c'était mon baptême du feu médiatique. Est-ce que vous aviez ce souci de vraiment transformer les termes du débat public en donnant la parole non seulement à des figures, mais des courants de pensée qu'on n'entendait pas vraiment ailleurs? Oui, peut-être pas aussi clairement dans ces termes-là au départ, mais je reviens à cette idée, tout objet sociologique ou tout fait d'actualité doit être éclairé non pas par un spot très directionnel, mais par plusieurs éclairages. Au moins 3 points de vue. 2, c'est même pas assez. Au moins 3 angles d'approche différents qui permettent... Et c'est comme ça qu'on composait nos tables rondes. Il faut avoir différents points de vue pour appréhender le sujet, pour essayer de le comprendre et de le relancer dans l'actualité, de lui redonner une vie. On composait aussi, on avait nos tribunes, et à Bazot TV de la même manière, quand...
simplement observer l'actualité de la semaine avec des commentateurs politiques. On s'arrangeait pour avoir une diversité d'opinions, d'âge, parce que ça oriente aussi différemment. On avait vraiment ce souci-là. On ne voulait pas répéter la même opinion. Ça sert à rien d'avoir deux qui disent exactement la même chose. Donc, il y avait... Puis Radio-Canada, il y avait vraiment une espèce de frilosité. C'était bien pensant, plutôt connoté à gauche. Et c'était le seul point de vue qu'on entendait. Or, ce n'était pas le seul point de vue qui permettait d'expliquer et qui permet encore d'expliquer la société. Donc, il y avait vraiment cette volonté. Ça, il a fallu que je me batte abondamment, même contre mes équipes. Ah oui? Oui, il y a une... Donc, vos recherchistes, oui. les gens qui travaillaient avec vous disaient là, tu vas trop loin, ça c'est un sujet trop oui, trop il y a un confort, il y a vraiment un confort, il y a une communauté de pensée, il y a une manière de voir les choses qui persiste encore, que j'entends beaucoup à l'antenne encore. En général, on essaie de mettre à l'antenne, on essaie un peu plus de mettre à l'antenne des points de vue un peu différents, mais en dehors, les gens qui composent les équipes viennent à peu près tous du même milieu, ont été formatés dans les mêmes écoles de communication. Il y a vraiment une parenté. Avec une forme d'idéologie partagée? Oui, absolument, absolument. Et il faut brasser un peu les choses. Même à Bazo TV, où j'avais le total loisir étant productrice, d'engager vraiment les recherchistes qui me plaisaient et qui convenaient, je crois, à l'émission et qui lui permettaient d'avancer. On faisait très attention d'avoir une espèce de pluralité, mais malgré tout, à un moment donné, il y a une communauté d'âge ou d'intérêt qui fait que ça va, à un moment donné, dans une direction. Et qu'est-ce qui faisait que, quels étaient, par exemple, les critères explosifs, disant, ça, on peut pas aller là, ce sujet-là, c'est interdit, ou lui, on peut pas l'inviter? Est-ce que vous remarquez des critères ou à plus loin des constantes sur les sujets explosifs, interdits ou tabous d'une manière ou de l'autre? Tout ce qui est encore un peu à droite est explosif, oui. Tous les problèmes, toutes les questions, tous les sujets peuvent être discutés et on le faisait ces dernières années à Bazo TV. On a parlé d'immigration, on a parlé de toutes sortes de sujets. Mais là encore, dans la manière d'inviter les deux panélistes qui vont discuter de la question, il y avait une espèce de volonté de ne pas sortir du consensus. Et il fallait que je pousse, oui, mais... On pouvait chatouiller le consensus, mais pas le confronter. Et je poussais vraiment vers ça. Les recherchistes comprenaient et ultimement, je l'emportais. J'étais quand même l'animatrice et la productrice. Mais il faut vraiment secouer, et on a cette responsabilité-là comme animateur, comme producteur au contenu. Il y a cette volonté-là de secouer un peu les troupes parce qu'il y a une homogénéité de penser dans le monde médiatique québécois, c'est clair. Et il y a aussi cette manière de faire où il fallait être très vigilant. Tous les sujets sont traités. On en parlera certainement plus tard, Mathieu, mais le commentariat québécois, le monde de l'opinion est en plein essor. Ça commande de partout. Tout le monde a une opinion. Quand je dis une opinion, en général, c'est une opinion. Elle est déclinée dans toutes sortes de médias et elle se ressemble souvent beaucoup. Alors, il faut trouver si le sujet du jour est le féminisme ou l'immigration ou, je sais pas, il faut le pousser, il faut trouver un angle d'attaque, un angle de compréhension qui n'ait pas encore été fait. Il faut des fois, dans notre manière de poser les questions à Bazo TV, c'était souvent un peu provocateur pour justement sortir les gens de leur tal habituel, pour obliger à penser un peu plus loin. Il fallait être plus provoquant, mais il y a ce désir-là de pousser un peu, de sortir du ronronnement médiatique auquel on est habitué. La meilleure manière, d'ailleurs, de ce point de vue, de provoquer la contradiction, justement, la figure du débat que vous avez fait avec « Il va y avoir du sport » pendant quelques années. Et ce qui était particulier, c'est que dans une société qui
cultive en général l'art du débat atténué, du débat à fleuret moucheté. Là, vous aviez même la configuration physique de l'émission faisait que les gens étaient obligés de s'affronter. On n'était pas dans une table ronde où chacun se fait des sourires. Il y avait donc, un camp contre l'autre d'une certaine manière. Est-ce que vous ressentiez à ce moment-là une absence de lieu de débat dans la société québécoise, ou est-ce que vous vouliez faire un autre type de débat avec des questions inattendues, en croisant des équipes inattendues, même de débatteurs quelquefois? Quel était le type de débat que vous vouliez faire avec une émission comme celle-là? Cette émission-là a été conçue au départ. Il s'en est rapidement retiré, mais ça a été conçu avec Richard Martineau. On avait vraiment... On a pondu cette émission-là ensemble et on est allé voir un producteur et ça a fini par fonctionner. Mais c'était vraiment... Ça partait de l'idée qu'il n'y avait pas vraiment de lieu de débat au Québec. Les commentateurs qu'on entend beaucoup et qu'on lit beaucoup aujourd'hui qui débattent par journaux interposés ou par tribunes interposées, on n'avait pas ça. C'était vraiment un Québec. Donc, on se reporte il y a, ma foi, il y a 20 ans, avec Il va y avoir du sport. C'était beaucoup plus tranquille, beaucoup plus policé. Il y avait même encore une manière de faire des débats très consensuels et très poli. Les émissions qui avaient précédé ça dans cette grille horaire à Télé-Québec, c'était Droit de parole. Donc, des émissions beaucoup plus nécessaires, absolument nécessaires, et qui ont ouvert des portes, mais beaucoup plus policées. Mais comment expliquez-vous cette tentation du débat aseptisé, du débat qui n'a pas lieu finalement, de ce débat sous le signe de la réconciliation? C'est un trait culturel? Il y a quelque chose du trait culturel, on le dit souvent, puis on le disait à l'époque, et j'ai écrit un prochain article pour l'actualité sur le... donc, qui va paraître, on écrit toujours terriblement longtemps à l'avance pour l'actualité, mais qui va paraître au printemps, et sur le débat justement dans la société québécoise. Et encore aujourd'hui, dans l'idée du débat, il y a quelque chose de « oui, mais il ne faut pas partir la chicane. Oui, mais il ne faut pas faire de la peine à l'autre. » Il y a quelque chose de très culturel là-dedans, de très canadien-français, dont on ne s'est pas encore, je crois, complètement débarrassé. Puis il y a l'idée, il y a ça, mais n'existait pas à l'époque. On avait un terrain de jeu plus vaste, d'une part parce qu'il était en friche. Donc, on pouvait poser toutes sortes de questions et vous avez raison, ce n'était pas que sur l'actualité. On parlait du droit des animaux alors que c'était pas... Est-ce que les animaux ont des droits, oui ou non? On posait nos questions vraiment de manière à avoir deux camps très, très distincts. Mais la rectitude politique était encore un jeu à l'époque. C'était encore une plaisanterie dont on pouvait s'amuser avec les mots valises, avec cette manière de décrire les choses en marchant sur des œufs. Aujourd'hui, c'est devenu une police de la pensée, c'est devenu une manière d'embrigader les gens, c'est devenu quelque chose d'extrêmement violent et ce n'est plus une manière... Et au départ, il y avait dans la rectitude politique une volonté de donner la place aux gens moins présents dans le débat, moins présents dans la société, de remettre les pendules à l'heure, de faire une place aux femmes, de faire une place aux minorités. Il y avait quelque chose de louable et on s'en amusait un peu. Mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'extrêmement violent. Donc, de partir une émission comme Il va y avoir du sport aujourd'hui, ce serait... tout aussi nécessaire, je crois, une vraie émission de débat direct serait tout aussi nécessaire, mais ce serait infiniment plus difficile, je crois, pour des raisons différentes, d'aller chercher des débatteurs. À l'époque, vous croyez que le commun des mortels ne voudrait pas le commun des intellectuels ne voudrait pas se risquer dans de telles émissions? En grande partie, à l'époque, beaucoup d'universitaires disaient « oui, mais c'est pas exactement mon champ de compétences ». Elle n'avait pas l'habitude d'intervenir, puis d'intervenir de manière frontale dans les débats, donc il fallait, dans les médias aussi, donc il fallait vraiment les préparer à cette idée de débat. Aujourd'hui, beaucoup refuseraient parce que leur statut à l'université, parce que leur place dans les médias, la cabale qui viendra sur les médias sociaux. La cabale qui viendra, ils vont être brûlés et les réseaux sociaux, effectivement, ils vont être brûlés dans la minute. Donc, ce seraient des enjeux très différents, mais je crois que ce serait possible et je crois ça absolument nécessaire. Mais est-ce que vous croyez que les figures dominantes, je parle ici non pas des animateurs, mais des patrons du système médiatique sont prêts à accueillir à nouveau un créneau comme celui-là? Parce que moi, ce qui me marque, c'est le créneau que vous avez dégagé au fil des années.
si j'avais été un entrepreneur médiatique tant soit peu rusé, je me serais dit, elle n'est plus là, enfin, je vais m'en emparer. Elle occupait cet espace, elle ne l'occupe plus. Emparons-nous de cet espace qui est débat, intello, culture, société. Or, personne, finalement, ne s'en est emparé. Donc, la question que je me pose quand je vois ça, c'est, est-ce que, finalement, ça existait parce que vous étiez l'exception qui rendait possible, dans l'espace public, la délibération, le conflit civilisé, l'échange d'arguments, la présence des intellos, le débat articulé, ou, finalement, est-ce qu'il y aurait pas la possibilité aujourd'hui, est-ce que les patrons qui structurent le monde des médias ne ressentent pas eux-mêmes l'idée qu'il y a un manque là, il faut que quelqu'un l'occupe, il faut que ce créneau-là soit occupé d'une manière ou de l'autre. Une société ne peut pas vivre sans avoir minimalement un espace de débat intellectuel où on pose des questions de fond. La réponse c'est en 3 lettres, non. D'accord. Je pense que par goût personnel, par goût de ce spectacle télévisuel et radiophonique du débat, par besoin comme citoyenne d'entendre ça et de le voir se produire. On n'est pas des tonnes dans le milieu médiatique à promouvoir ça. Donc, j'en étais, mais il est très clair et j'ai proposé d'autres choses et la réponse, c'est non. La réponse est non. Il faudrait demander aux diffuseurs, il faudrait demander au directeur de programmation pourquoi. Mais il y a quelque chose qui a changé très, 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 très vite dans le monde médiatique ces dernières années, ces derniers mois. Même pour débattre, on veut des vedettes. Oui. Il y a vraiment... oui, mais quelle personnalité connue va porter ça? Oui, mais ça prend un A de l'Union des artistes. Il y a vraiment une... Et il ne faut pas que ça dérange trop non plus. Donc, il y a un mélange des deux. On veut des vedettes à la place des spécialistes. Un intellectuel, c'est tellement ennuyant, dit-on. Et on ne veut pas non plus... l'époque est vraiment à la tarte aux pommes médiatique. Ouais. Mais je me permets de vous relancer sur ça. Vous le dites avec, évidemment, un ton critique. Est-ce que vous croyez qu'il y a paradoxalement une attente populaire minimale à l'endroit de ce qu'on pourrait appeler la mise en scène des controverses publiques de manière un tant soit peu intelligente? Parce que on est aujourd'hui dans une culture du clash. Ouais. C'est surtout visible en France et aux États-Unis. Mais quand on voit un débat, on croit que ça doit aboutir à une forme de confrontation presque violente, un clash qu'on va pouvoir isoler en 1 minute 28 sur YouTube et qui va circuler. Ouais. Mais une volonté d'organiser finalement une controverse publique avec plusieurs points de vue fondamentalement contradictoires mais qui s'expriment de manière civilisée. Croyez-vous qu'une partie du public espère ça, attend ça, ou fondamentalement c'est même prêter trop d'attente à la population? Il y a une partie de la population qui aime ça, qui attend ça. Ça marchait visiblement et... je crois que ça marche encore. Je vois des débats poindre sur les réseaux sociaux. J'entends les gens discuter de chroniques, d'opinions émises dans les journaux ou sur les ondes. Et très franchement, Mathieu, ce sont des ondes publiques. C'est comme une responsabilité, je trouve, des diffuseurs, des télédiffuseurs, des radiodiffuseurs, de mettre une partie de leurs ondes, de les soustraire à l'humour ambiant et aux émissions de bonne entente et de cordialité et de bonnes personnes qui sont nécessaires. Mais les diffuseurs publics n'ont pas mandat que de faire du divertissement. Il faudrait qu'on puisse dégager du court temps d'antenne, présence hebdomadaire à ça, le débat, la discussion, appelons-la comme on veut, mais de faire entendre... vraiment non pas dans des émissions d'information, non pas comme un segment divertissant dans une émission matinale, et je le sais, j'y ai participé avec Paul Arcand pendant quelques années avec Mario Dumont, de vraiment consacrer une émission du temps d'antenne à du vrai débat et qu'on sache qu'il y a du débat et on sache que personne va en sortir meurtri, mais que les opinions seront éclairés et que, ultimement, quand on sortira de cette heure, de 7h30, de ces 2 heures de débat et de discussion, on sera des meilleurs citoyens. C'est vraiment, je crois, ça fait partie de la boîte à outils démocratique que d'avoir des débats, que de pouvoir écouter, participer à des débats. Et ça éclaire la société différemment.
L'autre grand absent, ce qu'on parle de la figure du débat, c'est, j'aimerais ajouter la figure du livre, probablement. Moi, je suis toujours frappé lorsque je regarde un peu, bon, évidemment, le Québec n'est pas la France, mais la place accordée dans l'espace public aux livres. Nous ne serons jamais une nation littéraire comme la France, nous n'aurons jamais un système intellectuel comme en France. Très bien, à chaque nation sa propre personnalité publique, collective. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une très faible place accordée aux livres, à l'accueil des livres dans le débat public, dans l'espace public. Alors que, encore une fois, je reviens dans vos émissions à Bazo.tv notamment, vous faisiez une grande place au livre. Non seulement le livre qui faisait déjà débattre, mais le livre dont on devrait débattre. C'est-à-dire, avant que le livre ne soit célèbre, vous acceptiez d'accueillir l'auteur pour prendre connaissance de la thèse, pas parce qu'elle était connue, mais parce qu'elle était intéressante en soi. Est-ce que vous constatez aussi qu'il y a une régression de la place du livre dans l'espace public? Et encore une fois, si oui, pourquoi? Clairement, il y a moins de place. Il y a beaucoup de clubs de lecture. Il y a quelques chroniques littéraires où on enfonce des portes ouvertes généralement, où on parle des livres qui font déjà vendre. Il y a un intérêt manifeste pour le livre au Québec. On le voit dans les salons du livre, on les voit dans les discussions qui sont organisées dans les salons du livre. Il y a manifestement un appétit pour la lecture malgré tout. Et là encore, je crois que c'est aux diffuseurs et aux gens qui travaillent dans les médias de faire un effort pour sortir des sentiers battus. Il y avait de ma part, j'ai toujours préféré lire les essais que les romans. Donc, il y avait vraiment un intérêt à parler des essais. Puis les essais nous amènent dans des univers, aussi bien que les romans, de toute façon. Là, je crache pas sur le roman. Mais les livres, en général, nous amènent dans des univers différents, nous sortent de nous-mêmes, nous distraient de nous-mêmes dans le cas des romans, nous élèvent au-dessus de notre condition dans le cas des essais, qu'ils soient philosophiques, qu'ils soient économiques. On apprend dans des essais. Et fondamentalement, ce que j'essaie de faire à travers mes émissions ou mes chroniques, c'est d'apprendre des choses, c'est d'éclairer donc les enjeux d'un œil différent. Et les essais me semblaient d'excellents outils pour ça. Il y avait aussi le fait que à Indicatif Présent particulièrement, une quotidienne, les sujets revenaient vite et où trouver de nouvelles idées, les soumettre à l'auditoire ailleurs que dans les essais. C'était vraiment une mine extraordinaire. Il y en a d'excellents qui s'écrivent au Québec, il y en a d'excellents qui s'écrivent dans la francophonie. Donc, c'était... Et il y avait une espèce c'était il n'y avait pas d'émission littéraire, donc je me suis emparée de ce thème-là qui permettait d'avoir des invités, de lancer des discussions. Avec le souci, je me permets d'ajouter d'avoir, vous l'avez mentionné, des essayistes, des philosophes, des intellectuels de l'étranger, c'est-à-dire leur donner, finalement faire entendre leur place, leur pensée dans l'espace public québécois. Absolument. Et je me permets de vous relancer, il nous reste 2 minutes avant la pause là-dessus, mais il y avait un intérêt québécois pour ces penseurs venus de l'étranger qui viennent faire un tour ici. Donc j'avais une coquetterie de regarder les chiffres de vente et de regarder les listes d'essais, de vente d'essais de manière hebdomadaire et ça avait un effet et des amis libraires me le confirment, il y avait un effet direct sur les ventes de livres. Donc à partir du moment où un livre est mentionné à la télévision ou la radio, il sort des milieux très limités, des intellectuels qui se lisent entre eux et du petit public. Et c'est un devoir, c'était vraiment un devoir et c'est encore un devoir, je crois, de le faire, voici une pensée intéressante, voici des opinions qui pourraient avoir une audience ici. Auditeurs, je vous présente Pascal Bruckner, par exemple. Pascal Bruckner, voici les auditeurs. Je vais poser toutes les questions qui me viennent à l'esprit et vous déciderez après ce que vous faites de cette pensée originale. Mais c'était vraiment un devoir. Je me vois vraiment comme une passeuse d'idées. Donc, c'était la moindre des choses. Oui, vous disiez souvent que vous ne vous voyez pas vous-même comme une intello, mais quelqu'un qui donne la parole aux intellos. Mais encore, oui. Ah oui, vous y tenez vraiment. Mais c'est pas que j'y tiens, c'est que c'est ça. Oh, je crois que la possibilité de mettre en scène le débat public présuppose qu'on le comprend, cela dit, présuppose qu'on y accorde de l'importance. Oui, mais on ne le produit pas, on n'y intervient pas, ou si peu. Ah, je ne vous contredirai pas, mais néanmoins, lorsqu'on décide... Là, j'ai conscience de l'heure qui passe, que non, vous me coincerez pas là-dessus. Alors, nous allons passer à la pause dans quelques instants, et nous revenons après pour parler de la place du commentariat, notamment dans la société québécoise d'aujourd'hui, ses grandeurs et misères du commentariat dans le Québec médiatique avec Marie-France Bazot.
Chers mes amis, nous sommes de retour à la Vie des idées pour un échange, un entretien d'1 heure avec Marie-France Bazot, qui, au fil des ans, a été certainement la principale, peut-être même la seule figure de notre paysage médiatique à mettre en scène la vie publique, à mettre en scène le débat intellectuel, à mettre en scène des débats qui vont au-delà du clash du jour, dans la controverse du jour avec les polémistes du jour. Autrement dit, c'est un immense plaisir de réfléchir avec elle sur les conditions même de la vie des idées dans la société québécoise. Alors, rebonjour. Rebonjour, Mathieu. Alors, il y a depuis quelques années, plusieurs s'en désolent, d'autres s'en réjouissent, mais il y a eu véritablement une espèce de floraison du milieu du commentariat au Québec. C'est-à-dire, fondamentalement, des commentateurs, pendant longtemps, il y avait quelques éditorialistes consacrés, à la rigueur, un ou deux columnistes dans chaque jour, dans un journal, mais là, il y a eu multiplication des commentateurs, multiplication des porteurs d'opinion. Certains, donc je dis, s'en réjouissent parce que ça crée effectivement, ça élargit la palette des opinions disponibles dans le débat public, ça brise un certain consensus. Ouais. De l'autre côté, peut-être que ça nous oblige aussi à une forme de commentariat au quotidien, c'est-à-dire toujours une forme des propos qui sont presque répétitifs quelquefois, c'est-à-dire une espèce d'avalé par le commentaire, comme si les faits ne comptaient plus, comme si la réalité n'existait plus qu'à travers la médiation de l'opinion du jour. Quel jugement portez-vous sur ce système du commentariat qui s'est imposé en l'espace de quelques années au Québec? Et dont je fais partie. Donc vous faites partie, que vous avez rejoint tout récemment en tant que chroniqueuse à Radio-Canada, et à l'Actualité. Mais que je pratiquais le débat aussi, avec Paul Arcand et Mario Dumont. C'est très particulier. Il y a quelque chose de spectaculaire à ça, dont les médias se repaissent. C'est vrai que au départ, quand c'est fait vraiment avec les deux points de vue opposés en studio le matin, il peut y avoir quelque chose de spectaculaire qui s'inscrit tout à fait dans l'air du temps. Cela dit, je pense en général que c'est une bonne chose si le débat ne peut plus se faire de manière franche et directe dans des émissions consacrées à celui-ci. Il y a une manière de débat qui se passe au Québec par médias interposés, par chroniqueurs interposés. Sauf que, vous l'avez bien dit, il y a une répétition, il y a une nécessité de commenter souvent sur le débat du jour, sur le thème du jour, sur l'enjeu quotidien, qui fait que tous les commentateurs parlent ce jour-là exactement de la même affaire et que le lendemain, c'est mort. Tous ont à peu près, on est quand même dans une petite société, tous ont à peu près, selon leur couleur politique, ont à peu près la même opinion. Il y a la peur de l'anathème aussi qui empêche la plupart d'entre nous d'aller trop loin ou de penser en dehors de la boîte ou de revenir sur un sujet quelques jours plus tard avec un éclairage qui a peut-être gagné un petit peu en profondeur. Ce qui fait que je me contredis, mais ce qui semble être comme l'amorce d'un débat par médias interposés est en train de reproduire du consensus. Il y a quelques figures qui se distinguent ou qui pensent un peu autrement, mais en général, disons qu'on éclaire un peu. C'est plus de la discussion que du débat. Si vous deviez décrire le consensus québécois dont vous parlez, qu'est-ce qu'on trouverait les principaux éléments caractéristiques de ce consensus? Oh, la belle question. Les éléments principaux du consensus québécois. Là, je patine, là. Je pourrais toujours vous suggérer des pistes, mais je traduirais ici mes propres préjugés. Ouais, non, je vais essayer d'y aller. Il change aussi en ce moment. Il est en train les lignes de clivage sont en train de changer. Il y a quelque chose de plus gauche-droite, mais qui se regroupe quand même au centre. Il y a un peu de populisme. Le populisme plaît bien. Vous le définiriez comment? Une espèce de mélange de gros bon sens, de facilité aussi, de solutions faciles à des problèmes complexes, d'aller chercher des points de détail et de clivage
qui vont rallier temporairement le temps de l'élection des gens. Je pense à des mesures chez Québec solidaire, c'est l'assurance dentaire. Oui, bien sûr. Qui est formidable, qui est une superbe idée, mais qui est très, très, très populiste en même temps. Quand on creuse le programme de Québec solidaire, disons que les soins dentaires sont une manière de faire de l'ombre sur de cacher, de dissimuler des morceaux du programme qui, si on se met à le lire, sont un peu moins tarte aux pommes que les soins dentaires. Une manière de rallier cette question aussi, je suis pour le fait que l'État devrait se désengager tranquillement et même assez vite du financement des écoles privées. Québec solidaire en a fait un point il y a quelques semaines. Ça sent les élections, qu'on se désengage et qu'on redonne l'argent du privé entièrement au système public. Ça aussi, c'est un point de wedge politique, de clivage comme ça, qui entre dans le populisme. Il y a cet attrait du populisme dans le consensus québécois. Je voudrais, avec quoi on est obligé d'être d'accord si on fonctionne dans le système médiatique québécois? Si on veut pas avoir une mauvaise réputation à temps plein. Mieux vaut... OK. Faut être féministe raisonnablement. Il faut défendre la langue française, mais ne pas tomber dans ce qui serait suspect d'être le camp des identitaires. Il faut être très, très, très ouvert à toutes les formes de diversité. En gros, ce sont les nouvelles lumières rouges là, qui s'allument un peu partout, qui encadrent. Et à quel moment dérape-t-on? Moi, c'est un thème qui m'obsède, c'est-à-dire, moi, j'ai la notion de dérapage qu'on entend souvent. Si vous avez dérapé, elle présuppose un corridor idéologique assez étroit, des patrouilleurs, des contrôleurs de la circulation, de plus en plus nombreux, des contraventions idéologiques si vous allez trop, vous sortez du corridor délimité. Donc, c'est le dérapage attendu. Donc, à quel moment dérape-t-on au Québec? Quand on a une pensée un peu originale, quand on se méfie des chapelles, quand on se méfie, quand on n'appartient pas à un groupe. Voilà. De faire partie d'un groupe aide beaucoup à se faire rappeler les balises et l'idée de fonctionner sur un chemin vraiment très balisé. Quand on ne fait pas partie d'un groupe, quand on est d'accord parfois avec une pensée plus à droite, parfois avec une pensée plus à gauche, quand on n'est pas... quand on n'a pas d'étiquette d'un parti sur le dos, on est suspect. Déjà, on est suspect. Donc, on se distingue. C'est comme si on se promenait avec un dossard orange et puis celui-ci ou celle-là ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Elle ne pense pas exactement comme il faut penser. Et il y a quelque chose, on parlait de la peur du débat tout à l'heure, de ne pas penser dans le consensus, de ne pas penser comme les autres, de ne pas avoir exactement le même avis, de parfois poser des questions un peu malaisantes, ça nous rend visibles. Et il ne faut pas sortir du rang trop au Québec. Alors, vous disiez le contenu du consensus québécois a changé avec le temps. Ouais. Effectivement, longtemps, il s'est défini par la question nationale. Exactement, c'était vraiment l'axe principal. Aujourd'hui, elle a beaucoup moins de place. Ouais. Je me permets de vous poser la question, bien que vous ne soyez pas vous-même identifié à un camp dans ce débat-là, quelle place, lorsque vous regardez le débat public d'aujourd'hui, la place accordée à la question nationale, ça vous semble résiduel, condamné à disparaître peu à peu? C'est la trace d'obsession générationnelle qui contamine encore la vie publique. J'enlèverais le mot contaminé. Il y a quelque chose de certainement générationnel dans des partis comme le Bloc et le Parti québécois. Pas que, mais en grande partie. Ce sont des questions qui ne sont pas réglées, qui visiblement ne se régleront pas, mais qui vont vraiment laisser des séquelles dans la psychologie, dans la sociologie, dans la vie politique québécoise, dans la vie des idées aussi. C'est trop fondamental. Nous sommes une minorité dans un territoire nord-américain qui jadis nous a appartenu. Oui. Jadis, on voyait grand. Jadis, on explorait jusqu'en Louisiane, jusqu'au Nouveau-Mexique. Jadis,
on pouvait prendre possession de ça et de plus en plus, on s'est senti replié sur notre territoire, replié sur notre foi, ça a disparu, sur notre langue. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut conquérir le monde et pas nécessairement en français. Il y a vraiment quelque chose qui bouge, mais je crois que même si le Bloc québécois disparaissait, même si le Parti québécois devenait la deuxième opposition aux prochaines élections, même si l'idée de la question nationale n'était plus un enjeu, il va rester quelque chose qui contribue à nous définir et il ne faudrait pas l'oublier. Ce fonds, c'est quelque chose que j'aurais pas dit il y a quelques années de ça, mais ce fonds canadien-français, et non pas québécois, canadien-français, fait partie de notre psychologie, de nos ressorts intimes. Il y a vraiment quelque chose qui ne pourra plus s'en aller quand nous serons à l'étranger, que nous triompherons en parlant anglais. Il y aura encore une part de ça. Vous faites étonnamment macronienne soudainement lorsqu'il dit la chance des francophones, c'est de conquérir le monde pour plus qu'ils parlent anglais. Disant ça, il faut, et je l'ai vraiment harponné la semaine passée, ça s'est même retrouvé dans le Globe and Mail, il faut le faire. Bien sûr. Il faut que nos dirigeants politiques, il faut que nos intellectuels, mais avant tout que nos dirigeants politiques élus dans la francophonie, au Québec aussi bien qu'en France, la défendent, cette langue française-là, la défendent, cette francophonie. Il faut, d'un point de vue individuel, parler l'anglais, il faut maîtriser une troisième langue, c'est formidable, et Montréal est la ville au Canada où le trilinguisme est le plus présent, plus qu'à Toronto, plus qu'à Vancouver, et c'est une joie, c'est une fête, c'est un atout, mais il faut que d'un point de vue politique, que d'un point de vue législatif, qu'on se rende compte de la richesse qu'on a d'être une société distincte, au Canada, en Amérique du Nord et dans le monde, il faut défendre la langue française au plus haut degré, je crois. Dans mes moments les plus pessimistes, je me dis qu'à long terme, on est peut-être condamné à une louisianisation, mais entre-temps, il faut se battre. Et il faut que le président français se batte et reconnaisse la place de la France dans la francophonie. Ce que vous nommez pessimisme, d'autres le nommeraient lucidité dans les circonstances présentes. Je me permets de vous ramener sur la structure du débat public, parce que vous avez évoqué quelque chose tantôt qui me semble très important. D'un côté, vous évoquez la question d'un consensus québécois, et de l'autre, on parle souvent d'une société de plus en plus éclatée. Donc, avec une série de petites sectes intellectuelles ou des petites communautés intellectuelles, des chapelles, où chacun, d'ailleurs, vous les avez évoquées, quand on appartient à une chapelle, est-ce que mieux vaut y appartenir ou non? Bon. Alors, on a une société de plus en plus éclatée, et est-ce qu'il est possible, dans une société aussi éclatée que la nôtre, de faire débattre des gens, de mettre en dialogue, finalement, les gens, je sais pas moi, d'Ababord avec les gens d'Argument, qui débattraient avec les gens de l'Action nationale, tout en invitant même les gens de la Revue Égard. Est-ce que c'est encore possible, cette idée d'amener des gens de différentes tendances à se rassembler autour d'une chose commune, ou est-ce qu'aujourd'hui, chacun est à ce point replié? Donc là, je parle moins évidemment des seuls commentateurs que des intellectuels liés à des revues d'idées. Est-ce qu'il est possible de créer à nouveau un espace où ces différentes tendances seraient appelées d'une manière ou de l'autre à accepter de parler à qui ne pense pas déjà comme eux? Ça, je le crois fondamentalement. Et ça, c'est vraiment ma fierté, ma vanité personnelle et mon ambition aussi. Je le crois. Il faut que ce soit justement d'une manière ponctuelle. Si c'est un débat organisé à l'université, je ne suis pas sûre que ça se passe. S'il y a un lieu médiatique, une émission consacrée à ça, animé de manière à rendre ces choses-là présentables, acceptable, l'idée que ça puisse discuter fort, puis qu'on s'entretuera pas, mais que le débat va s'en sortir grandi, ou que votre opinion aura peut-être changé, ou ce sera un peu modifié et ouverte à celle de l'autre, comme auditeur ou comme téléspectateur. Je crois que si cet endroit-là existe, puis là je rentre dans des futilités et des niaiseries médiatiques, mais joliment éclairées, dans un décor qui fait tenir tout ça ensemble. On est à la télévision, on est à la radio, on est dans un monde d'illusions, d'apparence. Si tout ça a l'air à se tenir et que je ou quelqu'un d'autre qui le fasse dit « ça se peut »,
il y a amnistie ou arène de boxe pendant 1 heure et on a le droit de le faire et tout le monde va en sortir vivant et grandi. Si on dit, c'est comme un jeu, si on dit que ça existe, ça peut exister. Parce que mais ce que vous dites est essentiel. Et si vous dites, ça présuppose une émission, ça présuppose un lieu, ça présuppose un décorum. Parce qu'aujourd'hui, je me permets de faire le contraste, dans les lieux qui théoriquement devraient être consacrés à la querelle intellectuelle la plus fondamentale, l'université, eh bien, il y a toutes les chances du monde que vous ayez des manifestants qui vont vouloir interdire la présence de tel conférencier, telle idée, tel débat, telle philosophie, telle idéologie. Donc, c'est assez singulier que il est possible d'arrêter physiquement aujourd'hui un débat. Ouais. On ne s'interdit plus d'en venir aux hurlements, aux manifestations et même aux menaces physiques pour empêcher que quelque chose arrive. Et c'est fou parce que c'est le lieu où ça devrait arriver, l'université. C'est le lieu où les idées devraient se faire entendre, où le débat, où l'opinion publique devrait être éclairée et qui devrait s'ouvrir et vraiment faire avancer les choses. Or, vous l'avez dit, c'est un lieu de chapelle, de clivage et d'interdiction de la parole libre, de plus en plus, et on voit à quelle vitesse ça va. Paradoxalement, le monde des médias, qui est un monde de bonne entente, de divertissement de plus en plus, pourrait être une espèce de sanctuaire. Ça pourrait exister. Il y a une peur, carrément une peur, je pense qu'il faut l'appeler comme ça, de la part des diffuseurs, de se commettre, peur de la chicane, peur de ne pas faire de code d'écoute, alors que je suis persuadée qu'on peut en faire parce que ça a quelque chose de très divertissant que d'entendre des points de vue différents. Il y a de l'action, les neurones crépitent, il y a quelque chose qui se passe et ça peut être donc dans un cadre très agréable à regarder. Paradoxalement, je pense que le lieu où ça peut encore arriver, c'est sûr que ce ne sont pas des cours de 45 heures, c'est sûr que ce ne sont pas des tribunes de 3 heures, mais il y a un concentré de débat qui permet après ça d'aller se nourrir ailleurs dans des revues, dans des conférences, dans des essais. Il y a quelque chose qui pourrait exister, j'en suis persuadée, dans les médias, mais il y a certainement une peur, une paresse intellectuelle qui fait que ça n'arrive pas. Mais paradoxalement, je crois que c'est encore le lieu qui pourrait servir de refuge et, dans un deuxième temps, de catalyseur pour rebrasser les cartes, pour essayer d'échapper un peu à cette paralysie qui est engendrée par ces chapelles, par cette rectitude politique extrêmement violente aujourd'hui. Je me permets de vous poser la question. Vous avez évoqué la rectitude politique, vous avez évoqué l'esprit de chapelle. Je me permets de vous poser la question. Qu'est-ce qui, dans la vie publique en ce moment, vous exaspère particulièrement? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose que vous entendez, c'est un trait de pensée, une manière de fonctionner, un certain discours qui fondamentalement vous dit ça, je ne suis plus capable d'entendre soit ce discours-là, cette manière de fonctionner-là, une manière de présenter les choses. Est-ce que vous avez des exaspérations par rapport à la vie publique d'aujourd'hui? Oui. À moins que le terme soit trop brutal. Non, des agacements. C'est des agacements, mais qui peuvent aller jusqu'à l'exaspération. Et quand je dis que ça va très vite en ce moment, la parole dissidente est très vite pointé du doigt sur les réseaux sociaux dans l'heure qui suit et il y a un tribunal qui se dresse. Et cette manière de dresser des tribunaux qui était surtout l'apanage de la société américaine, des universités américaines, est en train de se disséminer dans l'espace public québécois à une vitesse étonnante. Il y a le cas de Louis-Jean Cormier ce matin, qui en fin de semaine dans la presse, il est allé dans les pour ou contre, une tribune amusante qu'il y a dans la presse la fin de semaine, et qui a dit qu'il y avait qui n'était pas nécessairement pour la parité dans le monde du spectacle, parité homme-femme, et qu'il y avait peut-être... donc, il n'était pas nécessairement d'accord à engager des techniciennes. Dans l'heure qui a suivi, on lui est tombé dessus. C'est quelque chose qui mérite d'être discuté. Je ne suis pas ni pour ni contre. Il y a encore majoritairement des hommes dans ce milieu-là, le milieu technique, spectacle, télévision. Et il y a encore plus d'hommes que de femmes dans le milieu du spectacle sur la scène. C'est quelque chose qui mérite d'être discuté. À partir du moment où on constate qu'il y a ça, qu'est-ce qu'on veut en faire? Comment est-ce qu'on pourrait changer des choses? Il y a une discussion à avoir. Là, il n'y a pas eu de discussion.
Pas moins de 24 heures après que dit 12 heures après, il y a eu la pénitence. La pénitence. La contrition, l'excuse publique, à la manière de dire, il s'est accusé publiquement de tous les mots de l'époque. C'était maoïste. Et la discussion est close. Ça prend plus de femmes, on en convient tous. Mais maintenant, comment, sous quelle modalité, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Beaucoup de lecteurs de la presse apprennent que c'est comme ça. Est-ce qu'on peut faire un peu de pédagogie, un peu d'éducation autour de ça? Non, c'est pas possible. Le débat est clos et Louis-Jean Cormier ne se recommettra plus d'aucune manière et il sera vu par certaines comme un gros mononcle méchant, qu'il est probablement pas. Qui a le pouvoir de faire taire aujourd'hui? Ben, les chapelles, les tenants de la bonne parole et de la bonne pensée, souvent autoproclamés. Est-ce qu'il vous arrive vous-même de vous retenir d'une manière ou de l'autre, de vous dire avant d'écrire un texte, de faire une chronique, bon, là, aujourd'hui, ça va me tomber sur la tête, donc aussi bien le formuler de telle manière que je vais m'éviter un tir médiatique d'une manière ou de l'autre? Oui, absolument. Je fais attention à comment je présente les choses. J'ai toujours eu, on le disait en début d'entrevue, cette manière d'éclairer de différents angles. Donc, je vais... Vous n'avez pas la psychologie d'une militante non plus. Absolument pas. Donc, je vais éclairer, je vais mettre les tenants et aboutissants sur la table pour me commettre. Des fois, je vais attendre quelques jours, je vais attendre que la meute soit passée pour, après ça, éclairer d'un objectif différent. Ça passera mieux. Il y a des sujets sur lesquels je vais m'abstenir, peut-être pendant un certain temps, mais j'ai un sens de la justice et du... il faut que les choses soient débattues et je crois qu'en adulte consentant, elles peuvent être débattues. Apportons de l'intelligence à la discussion et il y aura moyen de s'entendre. Donc, il y a quelque chose de plus fort que moi qui ne... Je peux pas m'empêcher de sauter dans le débat. Et comme je suis de toute façon positionnée comme originale et... vous avez plus de liberté que d'autres. Je pense que j'en ai plus que d'autres. J'ai des moyens de me défendre aussi. Et... Mais il y a des trucs, c'est ça, d'attendre quelques jours, que tout le monde soit passé avec l'opinion d'opinante, puis après ça, que tout le monde se rende compte semer quelques points d'interrogation. Voyons donc, c'est pas clair que ça fonctionne comme ça. Est-ce qu'on peut apporter quelques éléments supplémentaires? Alors là, j'interviens, mais oui, je suis très consciente qu'il y a de la police qui veille partout. Alors, il nous reste à peu près 5 minutes avant la fin de l'émission, et je m'en voudrais de ne pas vous poser une question que tous voudraient vous poser d'une manière ou de l'autre. Imaginons que nos diffuseurs reprennent leurs esprits, qu'ils comprennent qu'il y a un manque terrible à la télévision ou la radio québécoise, qu'il faut de nouveau bâtir une véritable émission dans l'esprit de celle que vous avez menée au fil du temps, tout en sachant que les formats changent, que l'époque évolue. Oui. Donc, quelle serait l'émission que nous aurions en droit de vous souhaiter? Et si vous pouviez la bâtir de A à Z, disons ça comme ça, c'est l'espèce d'émission idéale avec laquelle vous voudriez reprendre l'animation dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. J'espère que non, c'est trop long. Mais quelle serait l'émission que vous voudriez animer aujourd'hui? Ce serait une émission certainement où il y aurait du débat. Il y aurait vraiment peut-être une émission en 2 temps où il y aurait des entrevues avec des penseurs, des essayistes, des gens qui réfléchissent à l'état de la société, ici, ailleurs. Vraiment un côté très, j'allais dire pédagogique, mais vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. On ne fait pas seulement se chicaner pour se chicaner, où on apprend des choses. Tout ça a moyen de se faire aussi de manière charmante, voire séductrice. De l'entrevue, de la grande entrevue avec des penseurs de notre époque. Suivi... Ce qui manque, soit dit en passant, à moins que je me trompe, des émissions de grandes entrevues, comme on pourrait en souhaiter, il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui. Il y en a à Radio-Canada, les grands entretiens. Oui, mais à la radio, mais à la télévision, est-ce que je sais, comme il y en a déjà eu en d'autres temps, de grands entretiens, 1 heure avec une figure en tant que telle, non, intellectuelle, c'est plutôt... pas vraiment, mais sans faire 1 heure, il y a moyen de faire comme quelques entrevues. Donc, des entrevues. Et ensuite, une période vraiment de débat sur 1 ou 2 sujets qui sont vraiment dans l'air du temps, non pas nécessairement le sujet de la semaine. Ça peut être un sujet de la semaine et un sujet qui est dans l'air du temps, mais vraiment... c'est ce que j'ai toujours conçu des émissions
comme étant celle qui me manque et que j'aurais envie d'entendre. Une machine à décrypter l'époque. C'est ça, pas tant celle que j'aurais envie de faire, mais je suis la première à me servir là-dedans et en bénéficier. Donc, j'aimerais entendre des grandes entrevues ou des entrevues en profondeur avec des gens qui pensent et j'aurais envie d'entendre des débats. 2 minutes à peine avant la fin, je me permets de vous demander quels sont les débats qu'on n'aborde pas assez aujourd'hui, les thèmes qu'on n'aborde pas assez dans l'espace public et que vous voudriez aborder évidemment dans cette émission. Ce serait intéressant de parler des Autochtones, de la place. Pas assez? Ah non, je trouve qu'on en parle peu. On en parle d'une manière repentante. On commence les discussions à l'hôtel de ville en disant que ceci est un territoire non studio cédé. De Radio Ville-Marie est dans un territoire non cédé. Une fois qu'on a dit ça, on se ferme la gueule. Il y aurait matière à parler. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? C'est quoi cette affaire de territoire non cédé? Il y a certainement... Puis leur place actuellement dans la société. Bref, il y aurait vraiment une vraie discussion à avoir, mais il n'y a pas de discussion. Il y a repentance. Oui, il y a repentance, ce qui n'est pas la même chose. Faudrait parler de féminisme, faudrait parler de droits des animaux, faudrait parler d'écologie. Bref, tous les sujets qui sont dans l'air du temps. Mais on les en aborder parle, sous un autre angle. Voilà, exactement. Et avec non pas des lobbyistes, mais des penseurs, ce qui donne un éclairage souvent très différent. Il faudrait parler de la culture, de la place de la culture dans notre société. Il faudrait parler de la langue encore et toujours. Il faudrait parler d'immigration. Faudrait parler... Il y a plein de sujets. Croyez-moi, je l'ai pensé, cette émission-là, et j'ai des listes complètes de sujets de discussion. Ça ne manque pas au Québec. Alors, Marie-France Bazot, merci infiniment pour votre présence aujourd'hui à la Vie des Idées. Mathieu. J'espère que votre message sera entendu et qu'on vous confiera cette émission dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Alors, chers auditeurs, merci infiniment pour votre présence et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de la Vie des Idées.